propres ailes. Des tubes, des stars, des décors démesurés, des mises en scène à couper le souffle, plongés au cœur d'un véritable phénomène, les comédies musicales. Des spectacles de plus en plus nombreux chaque année. Vers l'infini et au-delà. Je m'attendais pas forcément à ça pour un spectacle historique. Actuellement, la concurrence est sans précédent. Une quinzaine de comédies musicales tentent leur chance pour devenir le prochain show à succès. J'espère être un atout, si j'en suis pas un, ça craint. Comment leurs créateurs s'y prennent pour fabriquer des spectacles de plus en plus innovants? Matt, dans Robin des Bois, ça a été un tournant pour nos spectacles musicaux. Comment les Français se sont-ils attachés à ce genre, capable de soulever les foules et de signer des tubes aux refrains inoubliables? Quels sont les secrets de la réussite des plus grandes comédies musicales? On voulait une chanson que certains disent « Waouh, c'est extraordinaire » et certains d'autres disent « Oh, c'est de la merde ». Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Les coulisses de ces shows qui ont marqué la dernière décennie se dévoilent avec des images rares et des anecdotes inédites. Personne ne voulait de Christophe Maé, il faut le savoir. Pourquoi Christophe Maé a-t-il failli ne jamais intégrer le Roi Soleil? On se dit, oulala, avec l'accent qu'il a, mais on est dans la merde, quoi. Ce qui était un peu vrai, d'ailleurs. Je suis au bout de ma vie en train de chanter la chanson « Non, me virez pas, pleure ». Comment, à chaque nouveau spectacle, les équipes ont multiplié les prises de risques? On n'était pas tellement au point, on savait pas comment on allait faire cette première. On chantait bien, mais enfin, on savait pas se déplacer, quoi. On était un peu nuls. Découvrez les indiscrétions d'un business risqué, où la moindre erreur peut coûter très cher. Mais tu sais qu'il a hypothéqué sa maison, fait ouais. Et on regardait marcher tout seul. On disait purée, et du courage. Pénétrez dans l'envers des décors les plus coûteux du show business français. C'était complet et à chaque fois on perdait de l'argent, tellement ce spectacle était énorme. Je suis arrivé dans un truc qui était un mastodonte. En presque 20 ans, plus de 15 millions de spectateurs sont venus applaudir une comédie musicale. Et si ce n'était qu'un début? Découvrez les recettes qui ont fait le succès de vos shows préférés et qui feront peut-être la gloire de ceux de demain. Donc voilà, c'est par là qu'on rentre tous les soirs pour monter sur scène. Blockbuster de la rentrée 2016, les Trois Mousquetaires sont les parfaits héritiers de la comédie musicale Made in France. Un thème historique et des moyens mis en œuvre colossaux. Je sais pas c'est quoi la salle ce soir, mais on s'en fout. C'est 8. On donne un 8. Non mais allez, on donne un bon show. Mais moi je veux le dire, moi je sais le dire, moi je peux le faire pour toi. Je t'aime comme je respire, je t'aime sans en guérir, je t'aime surtout plus que tout. Avec 35 chanteurs, danseurs et acrobates, le spectacle mise sur la démesure. Les décors laissent apparaître une machinerie impressionnante à la pointe de la technologie. En fait, il y a 4 colonnes qui font à peu près 8 mètres de haut, je crois, et en fait, on va passer derrière. Tout ça, c'est un grand mur LED. Un grand mur LED de 8 mètres. Donc en fait, tu as un mur qui peut se transformer, qui peut avancer, tourner, qui prend toute la scène. En fait, c'est un truc de dingue, quoi. J'arrive même pas à l'expliquer, vraiment. Il faut dire qu'au fil des années, les producteurs ont bien compris que pour signer le succès d'une comédie musicale en France, il valait mieux miser sur une réalisation monumentale au service d'une histoire populaire. Il faut que les gens puissent se reconnaître dans un souvenir, dans une époque, dans quelque chose qui les a touchés. Tu adaptes des classiques parce que, un, ça te fait gagner un petit peu de temps, parce que tu sais que ça marche. Et puis deux, tu as la notoriété qui vient avec. Tu vois, quand tu fais les Trois Mousquetaires, tout le monde connaît les Trois Mousquetaires. Donc tu sais ce que tu vas voir, entre guillemets. Même quand tu fais Titanic, tout le monde sait que le bateau coule à la fin et c'est le plus grand succès de l'histoire du cinéma. Puisque l'intrigue est connue de tous, les chansons sont principalement élaborées autour de l'émotion des personnages, sans jamais faire référence à l'histoire. Ainsi, ces morceaux peuvent potentiellement tous faire un tube. Si je reviens, ce sera debout. Mais il faut s'en aller quand il
Là, dans les Trois Mousquetaires, par exemple, t'as pas une chanson où t'as un seul nom des mousquetaires, le nom de l'empereur, le nom de Milady. Non, c'est des chansons que tu peux très bien écouter sur la route en te disant « Ah, c'est cool, ça parle de l'amour, de l'amitié. » C'est des tubes, mais qui pourraient s'appliquer aussi bien à Trois Mousquetaires qu'à Pinocchio au Pays du Mouis. Sans ne jamais me retourner, partir là où tout peut arriver. Mais il faut s'en aller quand il le faut, croire en son De plus, ces comédies musicales New Look misent également sur des musiques actuelles pour dépoussiérer un récit souvent vieux de plusieurs siècles. Ma première réaction quand j'ai entendu une chanson des Trois Mousquetaires, c'était à quel point c'était dans l'air du temps. Donc très très actuel, très pop, avec des saveurs électro. Je m'attendais pas forcément à ça pour un spectacle historique comme les Trois Mousquetaires. Mais voilà, disons que ça mettait déjà le ton. Et la grosse nouveauté, c'est que ces chanteurs-là arrivent à basculer dans un tout autre métier qui n'était pas le leur, celui de comédien. Pour tenir tout côté narratif du spectacle, on a des petites scènes de jouer. Et puis on s'amuse, hein, comme au théâtre. Et donc le premier pari, c'était d'avoir des chanteurs qui chantent bien, mais que l'on puisse amener à la comédie. D'accord, yes, nous partirons ensemble, demain à l'aube. Et pourquoi pas ce soir si nous sommes pressés? Parce que je suis retenu pour la nuit par une affaire toute pressante. Ah, normalement Constance est là. Voilà. Donc ça, on vous a montré, sans les décors, sans rien, une petite scène de comédie. Alors imaginez avec tout ça. Dans ce genre d'entreprise, il vaut mieux ne pas partir seul. Il vaut mieux être 4, au moins. Eh ouais. D'accord, nous partirons ensemble, demain à l'aube. Et pourquoi pas ce soir, si nous sommes pressés? Parce que je suis retenu pour la nuit par une affaire toute pressante. On a des scènes parlées, donc des scènes où on se croirait plutôt au théâtre. D'Artagnan, avoue que tu as peur de lui dire que tu l'aimes à ton amoureuse. Hein? Et puis donc qui mettent la table après pour un numéro chanté, dansé. J'ai peur, moi. Moi je veux le dire, moi je sais le dire, moi je peux le faire pour toi. Jusqu'ici j'étais sans doute tranquille à passer entre les gouttes. Et d'ailleurs, ces intentions de comédie ne sont pas portées uniquement par les chanteurs, on a également travaillé ceci avec les danseurs. Comédiens à part entière, les interprètes des Trois Mousquetaires peuvent alors ajouter à leur jeu d'acteur une notion jusqu'ici peu exploitée dans les spectacles musicaux, l'humour. Oui, on a intégré un peu d'humour et de légèreté dans les dialogues. Je dis on, je parle plutôt des metteurs en scène et des auteurs. Et voilà, je pense que ça ajoute au divertissement. Et ouvrez un chemin vers l'infini et au-delà. On a une scène qui limite culte, c'est la scène de la chevauchée. Quelle belle bête! Moi, à la base, quand on l'a vu au début, je me suis dit que ça allait pour monter dessus, pour faire des accros, pour sauter. Mais je me suis pas dit que ça allait être un cheval. Et après, ils nous ont mis les étriers. Allez! Ya! 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 C'est vraiment ce contre-pied qu'on aime apporter aussi, qui fait qu'on peut se permettre, sur un spectacle aussi énorme, avec des moyens aussi colossaux, de partir sur une scène complètement dépouillée, 4 chevaux d'arçon. Autre recette du succès pour les Trois Mousquetaires, la plastique d'Olivier Dion, Brahim Zaibat, Damien Sargue et David Ban qui se donnent physiquement sur scène. Bon, franchement, on nous a ramené du truc cuir assez moulant. Donc en fait, ça nous ressort un peu plus sexy que les mousquetaires il y a 100 ans en arrière. Donc non, franchement, moi personnellement, j'assume mon costume. Si l'on prend les deux mains qui nous tendent, rien ne peut nous éloigner vraiment. On est 4 gaillards, on a tous un style différent.
Et donc il y a Olivier pour les petites jeunes, Damien un peu plus âgé, Brahim c'est un style c'est éclectique et puis moi je prends les 70, 80 tu vois l'âge au-dessus. Ça tu couperas hein. Et cette stratégie semble fonctionner. À l'issue des shows, dans la salle comme en coulisses, l'engouement ne cesse de gagner du terrain, représentation après représentation. Un phénomène typiquement français, car il n'y a que chez nous que les comédies musicales sont capables de déchaîner les foules avec autant de ferveur. Au fil des années, les Français ont pris goût à ces spectacles musicaux et se rassemblent chaque soir pour reprendre en chœur les chansons qui ont été lancées plusieurs mois avant le démarrage des shows et qui sont devenues des hits. Depuis près de 20 ans, pas une comédie musicale ne se monte sans tube. Et chaque spectacle a son hymne. Il faut dire qu'en France, c'est le succès d'un titre issu d'une comédie musicale qui a sauvé le genre et qui a lancé un véritable phénomène de société. C'est un mot qu'on pourrait inventer pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour d'elle, un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. Cette chanson, tous les Français la connaissent par cœur. Belle, c'est le single qui s'est vendu le plus dans les années 90. Un succès fracassant qui a lancé la folie des comédies musicales en France ce jour de septembre 1998 où s'est déroulée la première de Notre-Dame de Paris dans un palais des congrès plein à craquer. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. Impensable quelques mois plus tôt, 4000 personnes sont venues ce soir-là applaudir une comédie musicale. Écrire son histoire dans le verre ou dans la bière. Le monde du spectacle qui découvre alors Patrick Fiori, Hélène Ségara, Julie Zenati et Garou est sous le choc. Car en France, nombreux sont ceux qui étaient persuadés que ce genre était voué à l'échec. 35 minutes d'applaudissements. Les gens debout, c'est bizarre. Hein. Bientôt, le show atteint le record de 3 millions de spectateurs français, créant un phénomène encore jamais vu autour d'un musical. Vraiment, on ne s'attendait pas à un tel succès. Ça a été foudroyant, ça a été très fort. J'avais jamais vu ça de ma vie. Une salle comme le Palais des Congrès immense, pleine à craquer, des chanteurs dans tous les sens, des danseurs partout, la mise en scène, les costumes, les décors, les coiffures, etc. C'est un peu le spectacle qui m'avait donné envie de faire de la comédie musicale, ou du moins de chanter, de jouer, de faire toutes sortes de choses. On a eu, je crois, 2 villes, je crois que c'était Grenoble et Toulouse, où les gens se sont battus dans la rue pour pouvoir acheter des billets 1 an à l'avance. Ça a été un tournant dans le monde du spectacle musical en France, ça c'est sûr. L'arrivée de Notre-Dame de Paris a changé complètement la donne. Si l'impact du succès de Notre-Dame de Paris est si important, c'est qu'au moment de sa création, les comédies musicales cumulent les loupés en France, à une exception près. C'est vrai qu'on n'a pas cette culture à ce moment-là en France, mais tout ça c'est américain, quoi, c'est anglais. Chez nous, c'est pas du tout notre culture. Alors Starmania, oui, parce qu'il y a eu quand même des grandes chansons. Quand on arrive en ville. Mais c'est vrai que finalement, on a d'abord connu plus les chansons que le fait que ce soit un spectacle qui a été joué malheureusement pas très longtemps au début. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient
voit du sang sur nos lames de rasoir. Ça fait comme un éclair dans le brouillard quand on arrive en ville. Bien qu'à Broadway, les shows musicaux attirent chaque année des millions de spectateurs, en France, c'est une toute autre histoire. La preuve, le spectacle Les Misérables, créé plus tôt à Paris, se voit déprogrammé après quelques semaines seulement, alors qu'il séduira 70 millions de spectateurs dans 42 pays. Ainsi, quand Luc Plamondon et Richard Cochiant cherchent un producteur pour Notre-Dame de Paris, impossible de trouver un preneur. Personne ne veut se risquer à produire un projet qui coûte 5 millions d'euros. On était presque considérés un petit peu comme des fous de faire ce genre de spectacle. Mais grâce au soutien d'un producteur sans doute un peu inconscient, la troupe de Notre-Dame de Paris se monte finalement. À l'époque, la plupart des membres du casting sont alors des chanteurs amateurs et personne ne mise sur un succès. Je pense qu'aucun d'entre nous n'avait une ambition incroyable. On était juste là et on trouvait ça sympa d'être là, quoi, déjà. Ouais, il y avait un peu ça. Déchiré, oh là là, On avait un metteur en scène qui est toujours hyper angoissé. Et j'étais jamais content parce qu'on n'était pas très professionnels tous. On chantait bien, mais enfin, on savait pas se déplacer, quoi. On était un peu nuls. Voilà la belle Esmeralda. Ainsi, tout le monde imagine que Notre-Dame de Paris va ajouter son nom à la longue liste des échecs français. Si tu m'entends, viens me sauver, viens leur crier la vérité, Phébus. Mais le succès de Belle, tout premier trio à se hisser en tête des ventes de singles en France, va changer la donne en créant un véritable effet de curiosité autour du spectacle. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. C'est l'un des plus longs numéros 1 de l'histoire des charts en France. Donc c'est resté 18 semaines en tête des meilleures ventes de singles. C'est assez impressionnant. Avant de vous avoir mené jusqu'à l'hôtel, et l'homme qui détournerait son regard d'elle. On était complètement hors norme en ce qui concerne la musique parce qu'on était dans une période de rap et de funk. Alors imaginez-vous aujourd'hui si on est arrivé avec ça. Les gens, au départ, ils connaissaient que Belle. Ils allaient voir Belle. Le reste, ils allaient le découvrir le soir de la première. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas l'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Séduit par Belle, 170 000 Français achètent un ticket pour applaudir la chanson en live avant même le coup d'envoi du show qui se jouera à guichet fermé durant plusieurs semaines. Je me suis rendu compte de ce que c'était finalement au fur et à mesure quand tout d'un coup vous sortez et que vous pouvez plus prendre le métro parce qu'en fait les gens vous reconnaissent. Toute une nouvelle génération de producteurs de spectacles va alors se lancer dans la course pour devenir la prochaine comédie musicale à succès. Je me dis que j'ai envie de faire la même chose. Quand Notre-Dame démontre cette possibilité, je me précipite et je n'ai plus qu'une idée en tête, c'est de faire mon spectacle. Puisqu'il existe désormais un public français pour les comédies musicales, les projets se multiplient au début des années 2000, entraînant avec eux une série de flops artistiques et financiers. Vous savez, parfois, on est dans des métiers où quand il y en a un qui réussit une recette, tous les autres veulent la faire. Mais c'est pas parce qu'il y en a un qui a réussi que ça devient un référent.
Actuellement, l'offre en matière de comédie musicale est tellement variée que chacun peut trouver le spectacle qui lui correspond. Parmi les gros succès récents, on retrouve 2 spectacles qui se sont offerts en 2016 une seconde jeunesse près de 20 ans après leur création, Notre-Dame de Paris, mais aussi les 10 commandements. Ce sera nous demain. Ce sera nous. Pas étonnant, car comme Notre-Dame de Paris, ce show a également établi les règles du genre en France en misant sur des moyens colossaux lors de sa création. On sera partagé. Nous donne envie d'aimer. 1999, Pascal Obispo vient d'être recruté pour composer les musiques de la prochaine comédie musicale événement, Les 10 commandements. À l'époque, la présence de la star qui signe carton sur carton augmente l'effervescence qui agite le monde du spectacle depuis le succès inattendu de Notre-Dame de Paris. Que les hommes. On a un million de chansons à faire. On est parti un peu inconsciemment. On n'avait ni référence, ni aucun référent, à part Notre-Dame de Paris, mais qui jouait depuis quelques mois et qui démontrait que c'était possible. Albert en parle à Elie Chouraki, avec qui il travaillait. Elie est conquis, Elie en parle à Obispo. Il s'est accordé un temps de réflexion, mais relativement court, en fait, quelques jours, parce que l'entreprise n'était pas banale, et le challenge encore moins. Quelques mois plus tard, Pascal Obispo signe L'Envie d'aimer. Et Daniel Lévy, qui interprète cette première chanson extraite de l'album du spectacle, va alors rentrer en tête des charts. Ce sera nous le chemin pour que l'amour qu'on saura se donner donne l'envie d'aimer. Avec 1 million d'exemplaires vendus, ce titre inaugure la billetterie du spectacle et donne des ailes à l'équipe qui se lance dans une mise en scène pharaonique. Généralement, dans une comédie musicale, il y a entre 10 et 15 danseurs. Là, les 10 commandements, c'est presque 40 danseurs. Donc c'est énorme. On m'avait donné 4 chansons à chorégraphier. 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Et de 4 tableaux qui étaient prévus à la base, j'en ai plus de 20 aujourd'hui. Voilà, donc il faut aller maintenant, tu vas au travail. Hein. Puis là aussi, tiens, tu me rajoutes un peu de danse. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense que dès le début, ils ont voulu frapper fort avec ce spectacle-là. Que ça soit avec les chansons de Pascal Obispo, les costumes de Sonia Rykiel, la mise en scène d'Elie Chouraki, les chorégraphies de Kamel Wally. Ils ont voulu tout de suite taper très très fort. Ce qui est très important pour moi, c'est que les costumes soient très graphiques d'une certaine façon, avec des décors de couleurs autour du cou, autour des bras. C'est une chose qui va très bien à Pascal. C'était du très haut de gamme, quoi. Donc tout le monde voulait montrer aux autres, regarde-moi ce que j'ai fait de mon côté, moi j'ai fait ça. Conscients qu'ils vont être comparés à Notre-Dame de Paris, les créateurs veulent frapper encore plus fort et ne regardent pas à la dépense. Il fallait qu'on fasse mieux, plus grand. Donc ils étaient, je crois, 32 sur scène. Donc nous, on est passé à 52 sur scène. Le décor, c'était énorme parce qu'on ne pouvait pas rivaliser avec Notre-Dame parce que le spectacle était un tel triomphe qu'il fallait qu'on offre quelque chose de plus au public. Ça a été un grand waouh. Quand on est arrivé au Palais des Sports, on voit ce décor, on dit il va falloir qu'on s'accroche là. La scène s'étale sur une superficie de 800 mètres carrés et la production joue la carte de la démesure. C'était pas on aimerait faire ça, c'était on va faire ça, c'est parti quoi. Je suis arrivé dans un truc qui était un mastodonte. Le jour où on a vu le décor en vrai, quand je vois cet escalier qui monte comme ça pour arriver à un trône qui est là-haut, quand je vois la longueur du plateau, je me dis oulala, ça va le faire. Seulement, alors que les 10 commandements sont en plein préparatif, les dépenses s'emballent. Il faut dire qu'à l'époque, aucun membre de l'équipe n'a d'expérience dans ce type de projet. Avant de faire cette comédie musicale, j'en avais même jamais vu une autre. Donc j'y allais quand même, voilà, je savais pas trop où j'allais. On n'avait aucune expérience
On ne savait pas que c'était aussi risqué, on ne savait pas que c'était aussi cher. On ne savait pas, on était novices. Pascal, je vais le voir en studio, il était avec la troupe en train d'enregistrer L'Envie d'aimer. Et il me dit, ah bon, mais toi, ce qu'on se connaissait des plateaux télé, il me dit, mais t'as jamais fait de comédie musicale? Je dis, mais toi non plus. Donc là, on s'éclate de rire. Ne bouge pas. Bon, deuxième piste. Évidemment, on ne connaissait rien. Il n'y avait personne qui connaissait quelque chose en France. D'ailleurs, je me demande s'il y en a encore. Aujourd'hui, il y en a qui connaissent quelque chose. Donc c'est vrai qu'on a été dans la surenchère, que les Roméo a été obligés de suivre. Et qu'on a été obligés de suivre par la suite, qui a été une mauvaise habitude qu'on a donnée au spectacle français, hélas. Et avec des grosses machines comme ça, il faut que ça soit le triomphe. Même le succès, ça ne suffit pas. Ou sinon, vous n'en sortez pas. Les producteurs des 10 commandements vont alors mettre la main à la poche et même mettre en danger leur fortune personnelle. Elie croyait tellement en son projet qu'il a aussi hypothéqué sa maison. C'est pas un spectacle subventionné, les 10 commandements. C'est un spectacle où des gens ont mis la main à la poche. Les directeurs financiers qui couraient derrière Elie, Albert et moi en disant il faut signer. C'était quoi? C'est un truc où vous hypothéquez ce que vous avez, sinon on n'a plus de crédit, on ne peut plus continuer. Alors moi j'ai signé, j'avais rien, donc je m'en fous, j'ai tout signé. Et on ne savait pas que c'était aussi cher, non, on ne savait pas. On navigue à vue, comme on dit, dicté par notre passion, notre envie absolue d'y arriver. On a fait tout ça dans une parfaite inconscience, quoi. À un moment, Elie, qui était donc le patron de la boîte, lui, il a commencé à avoir très peur, à prendre conscience du risque que l'on prenait. Mais quand on a pris conscience, c'était trop tard. On était à 2-3 mois du but. Je me souviens qu'on le regardait sortir du Palais des Sports, il était tout seul avec son chien. Et on se disait, mais waouh, il doit avoir un poids sur les épaules, là. Mais tu sais qu'il a hypothéqué sa maison? On fait ouais. Et on le regardait marcher tout seul. On disait, purée, il a du courage. Cet investissement est d'autant plus risqué qu'à l'époque, le business des comédies musicales est très fragile. La même année, Les 1001 vies d'Ali Baba devient un échec commercial malgré ses 4 millions d'euros investis. Four total. Ça a été vraiment une catastrophe financière pour les producteurs et pour les artistes qui étaient sur scène. Ça a été un drame. Ils ont pas chanté pendant 6 mois derrière, tellement ils n'en pouvaient plus. Après, il y a boire et à manger. Hein. Voilà, faut pas se le cacher. Hein. Moi, il y a des spectacles que j'ai été voir. Je remercie le bon Dieu de ne pas avoir passé les auditions et de ne pas avoir été pris. À quoi bon c'est terminé? On se regarde se séparer. À quoi bon nos souvenirs? Passe le meilleur, reste le pire. On a eu très peur, je vais pas vous mentir. On se disait, on est là pour 100 dates à Paris, comment on va faire pour remplir tous les soirs? On savait pas, on savait pas. C'est mouvant, non, juste avant le spectacle, hein? Ouais, je les regarde, j'ai le trac, j'espère qu'ils vont être en forme, qu'ils vont pas faire de bêtises, qu'ils vont pas se faire mal, qu'ils vont être bons, qu'ils vont bien danser, qu'ils vont bien chanter. Et voilà. Et à partir du moment où ça démarre, je peux plus rien faire, donc... Fils des eaux d'une île, je serai un modèle et un guide. Et moi, Pharaon, tu seras avec moi mon second. C'était un peu déstabilisant parce que il n'y avait pas de réaction, par exemple, entre les chansons ou les choses comme ça. Mais tout d'un coup, les danseurs vont dans la salle. Liberté, 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 liberté. Et là, on sent que les gens participent. Donc là, on se dit, ben, quand même, il se passe quelque chose, réellement. Yael Naïm, Ginny Lynn qui interprète Néfertari, Ahmed Moussi dans le costume de Ramsès et bien entendu Daniel Lévy vont alors se produire 110 fois au Palais des Sports de Paris. Je me suis retrouvé en pagne et j'ai appris à m'asseoir comme une fille. C'est-à-dire, t'es comme ça, toujours. Et au tout début, il voulait que je mette des collants pour pas qu'on voit les poils.
Je dis, mais arrêtez, quoi, ça va, les gens ils sont à 10 mètres avant de nous voir, quoi. Ils vont pas passer leur temps à regarder mes mollets, quoi. Ce que j'ai appris avec les 10 commandements, c'est à m'asseoir avec une jupe. Si le public répond présent, avec ces 8 millions d'euros investis avant même le lancement du spectacle, la production ne se paye pas durant plusieurs mois. C'était le spectacle le plus cher qu'il y ait jamais eu. Je vais être franc avec vous, on connaissait tellement rien que quand on a fait la tournée, c'était tellement énorme. On était à plus de 20 semi-remorques, je sais pas si c'est pour vous donner une idée, qu'à chaque fois qu'on faisait un spectacle en province, on perdait de l'argent. Alors que la salle, c'était complet. C'était complet et à chaque fois on perdait de l'argent, tellement ce spectacle était énorme. Pas rentable lors de sa première année, l'équipe devra assurer pas moins de 3 ans de tournée pour rentrer dans ses frais. Au total en France, près d'1 800 000 spectateurs sont venus applaudir la troupe des 10 commandements. On était comme des enfants. Moi je me rappelle, tous les soirs j'allais dans la salle au Palais des Sports, je disais « mais comment c'est complet ? Mais d'où viennent tous ces gens ?» Le lendemain on revenait, c'était encore complet. Et tous les jours c'était complet. Et moi le spectacle je l'ai vu peut-être 400 fois, je pleurais à chaque fois. Quand arrivait mon frère, j'étais en larmes, le duo Daniel Lévy, Ahmed Lucie, c'était exceptionnel. L'amour sera toujours cette moitié de nous qui reste à faire. Mon frère, 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 mon frère. L'amour sera toujours cette moitié de nous qui reste. Aujourd'hui encore, les 10 commandements comptent parmi les plus gros succès français de comédie musicale. On finit avec 17 Bercy, qui est le record absolu d'un artiste qui se produit à Bercy. Ce sera ce soir, à nous de le vouloir, faire que Beaucoup de gens revenaient. Donc peut-être qu'en fait, on a fait 5000 personnes qui sont venues des milliers de fois. Avec le succès des 10 commandements, la comédie musicale en France confirme qu'elle est capable de véritables phénomènes. Sans doute la présence du compositeur star Pascal Obispo n'y est pas étrangère. Comme lui depuis plusieurs années maintenant, des stars s'invitent dans l'écriture des comédies musicales. Comme France Gall, à l'origine du projet Résiste. Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, refuse ce monde égoïste. Plus récemment, c'est le nom de Zazie que l'on retrouve associé à la comédie musicale Le Rouge et le Noir. Mais le must, c'est d'avoir une star au casting. Une tendance nouvelle née en France en 2013 avec le triomphe de Robin des Bois et de sa tête d'affiche aux millions d'albums vendus. En fait, quand je travaillais sur Robin des Bois, pendant 1 an, quand on a commencé le marketing, il n'y avait pas du tout de chanteurs connus. Mais moi, quelque part, au fond de ma tête et surtout dans mon cœur, chaque fois que je pensais à Robin des Bois, j'avais un visage, c'était celui de Matt. 2013, M. Pokora crée la surprise en acceptant le rôle-titre de Robin des Bois. Du jamais vu alors que les comédies musicales sont sur le point d'écrire une nouvelle page de leur histoire en France. J'ai compris tout de suite ce qui allait se passer. Parce qu'à l'époque, avoir des artistes connus sur une comédie musicale, ça voulait dire que ces artistes-là étaient connus, mais dans une période un peu creuse. Et d'imaginer quelqu'un au top de sa carrière qui dit « moi j'embarque sur un spectacle qui est autre chose que ma carrière solo », il fallait être très intelligent. En effet, à l'époque, M. Pokora est au sommet de sa carrière. 300 000 spectateurs sont venus l'applaudir lors de sa dernière tournée. 56 concerts, dont 2 Bercy à guichet fermé. Bercy, est-ce que ça va ce soir?
Ainsi, la décision du chanteur d'intégrer la troupe de Robin des Bois en étonne plus d'un. Ce choix de carrière est audacieux, mais M. Pokora a le goût du challenge. Pour lui, c'était un défi. Il n'avait jamais fait partie d'une troupe, il n'a jamais pris le rôle dans un spectacle musical, donc il s'est dit, allez, pourquoi pas relever le défi. Mais il ne fait pas de plan de carrière, il n'est pas dans ça, il n'est pas dans l'action calculée. C'est quoi, on y va? Oui. Aujourd'hui on dit qu'il est temps, maintenant on fait ce qu'on dit. Aujourd'hui on va de l'avant, maintenant on va de la vie. Évidemment, dans Robin des Bois, l'argument de vente principal c'était M. Pokora. C'était très risqué pour lui, il sortait d'un gros succès avec son album précédent. Les gens se sont même demandé un peu ce qu'il était allé faire dans cette galère. Le pari est d'autant plus risqué que la participation de M. Pokora implique une lourde concession pour l'artiste. Durant 2 ans, il devra mettre sa carrière solo de côté. C'était impossible de faire autre chose à côté. Moi, je sais que je dormais Robin des Bois, je mangeais Robin des Bois, je regardais la télé Robin des Bois, je faisais tout Robin des Bois. Les comédies musicales sont des projets ambitieux, mais surtout par la durée. C'est-à-dire que c'est quand même des spectacles qui sont à l'affiche au moins 3 ou 4 mois et qui tournent après pendant 1 an. Donc c'est quand même une grosse structure à mettre en place et c'est une grosse équipe à mettre en place. De plus, pour faire de sa participation un événement, M. Pokora décide d'assurer le chant, mais aussi des cascades, qui nécessitent des mois d'entraînement. Il faut ce qu'il faut. Putain, je te mets debout, tu fais comme ça. Sois digne de mon fiston. Tous les jours, il fallait s'entraîner, tous les jours, il fallait se surpasser. Donc il allait s'entraîner aussi à l'aérien. Il courait, tous les jours sur scène. Il n'a pas chipoté une seule fois. C'était tout ce que je lui disais faire, il s'entraînait. C'était des choses qu'il n'avait jamais essayé avant. Moi, j'ai été épargnée, j'avoue, j'étais la petite princesse, alors j'ai été épargnée. Mais pour ce qui concerne Doumé, qui devait évoluer dans les airs avec Matt lors d'un combat, ça n'avait jamais été vu. Moi, je pouvais pas faire ça. Matt, dans Robin des Bois, ça a été un tournant pour nos spectacles musicaux. Aujourd'hui, tous les artistes qui viennent sur nos comédies musicales disent « Nous, on veut danser, faire des acrobaties et aller au-delà de notre métier de chanteur. » Je suis un peu loin. Encore. Mais les répétitions de Robin des Bois se révèlent plus lourdes que prévu à cause de nombreuses innovations technologiques intégrées par souci de modernité. Et à 5, 6, 7, 8 d'avant. Non, ça c'est 1, 2, 3, 4 ça. C'est l'inverse en tout cas, mais je sais qu'on a allumé 4 temps. Moi j'ai fait 4 temps avant. Pendant les mois de répétition, ça se passait plutôt mal. Il y a beaucoup d'ajustements, donc là les danseurs ils doivent être super à l'écoute. Et ils ont déjà beaucoup d'informations en tête. Et là on leur met encore des nouvelles choses en tête. Comme on a confiance en eux, on sait qu'ils vont le faire, mais on doit être super actif, super speed. Et donc on est un peu en stress et en pression, parce que le temps défile. On était très stressés et réellement dans l'inconnu parce qu'on ne savait pas où on allait. On n'avait pas reçu tous les décors, on n'était pas tellement au point, on ne savait pas comment on allait faire cette première. C'est une répétition, la dernière. Il y a des éléments de décor qui sont arrivés cette nuit, on les a installés ce matin. Vous verrez, on a une prison, et le premier qui dit « mais il manque des barreaux à la prison, je me déplace en personne » pour frapper. Pendant 2 mois, on était vraiment en terre inconnue. Et alors ça a été juste un accouchement dans la douleur, parce que ça n'a jamais marché jusqu'au soir de la première. Et d'ailleurs, même pour tout vous dire, jusqu'au soir de la première, y compris Matt, on pensait qu'on avait un très mauvais spectacle. Seulement l'effet d'annonce autour du nom de M. Pokora a fonctionné à la perfection sur la billetterie. Le spectacle affiche complet. À l'époque, le fait d'avoir Matt Pokora qui soit impliqué sur cet album, qui pouvait chanter certains titres, c'était un réel accélérateur de vente de billets, de vente d'albums, ça oui, définitivement. À nous et à nos frères. Yeah, ça fait ça, exactement. Tous nos tickets étaient vendus, les ventes étaient au rendez-vous, mais on s'est dit, dès le soir de la première, on va se faire lyncher par le public et les critiques, et on partira même pas en tournée, c'est fini. Les implications ne sont pas du tout les mêmes qu'avec un artiste entre guillemets inconnu. Tout ce travail qui est nécessaire pour un spectacle comme ça repose sur les épaules d'une seule personne. Ça sera son triomphe ou son échec. C'est un échec
c'est normal, Matt Pokora est foutu, c'est un succès. Ah oui, mais c'est normal, c'est Matt Pokora, donc le spectacle, on s'en fout. C'est un clip géant. Pour autant, M. Pokora joue le jeu et s'affirme en tant que leader. Un chef d'équipe capable de porter à bout de bras un projet ambitieux. Matt a compris que d'être dans une production comme celle-ci, avec de gros moyens, c'était un peu le concert dont il rêvait, et il entendait toujours dire « Ah non, non, ça c'est pour Johnny Hallyday, Mylène Farmer ou 2-3 artistes français, mais pas pour toi, t'es trop jeune, repasse dans 10 ans. » Et lui, allait tout de suite prouver au public qu'il pouvait, après Robin des Bois, le retrouver dans des spectacles aux moyens considérables. Et de toute façon, ouais, j'ai déjà grandi beaucoup, et je pense que je vais en sortir encore plus grandi, quoi. Ça le positionne en tant que showman. Comme la scène rapporte plus d'argent que les disques, puisque les disques on n'en vend plus beaucoup, c'est plus important d'envoyer un message en disant « Venez me voir sur scène, vous allez voir, ça va cartonner. Vous savez que je peux porter un show comme ça, à moi tout seul, avec mes danseurs. » On est dans la dernière ligne droite, donc on se gueule pas dessus, on est ensemble, on s'encourage, on s'entraide. Et ça va le faire. Bien sûr, ça se ressentait que c'était le leader et on avait besoin d'une personne comme lui. Et je pense que le spectacle a été comme celui-ci grâce à lui aussi. Allez, on est ensemble. Le jour de la première du spectacle, M. Pokora joue donc très gros. Il devra assumer seul le poids de la critique, qui en cas d'échec ne se privera pas de lui faire porter le chapeau. Dans un palais des congrès qui va afficher complet durant plusieurs semaines, M. Pokora s'offre à sa plus grande surprise un triomphe, le jour de ses 28 ans. Au total et dans toute la France, ce sont 700 000 spectateurs qui sont venus applaudir le show de Robin des Bois. Il est évident qu'ils y sont allés pour M. Pokora. C'est parce qu'il y avait Matt Pokora dans Robin des Bois que Robin des Bois a marché. Voilà. Le spectacle en lui-même, c'était un très beau spectacle et j'adore Roberto. Mais c'est Matt qui a fait le succès de Robin des Bois. Les mauvaises langues disaient « Ouais, mais c'est normal, c'est Matt Pokora, c'est ses fans, etc. qui venaient voir le spectacle. » Et ils en profitaient pour critiquer d'ailleurs la qualité du spectacle. C'est comme si vous disiez, pour faire une bonne purée, il faut des bonnes patates. Bah non, il faut aussi du beurre, il faut aussi du sel, il faut aussi de la crème fraîche, il faut peut-être des œufs. C'est un tout. Suite au succès de Robin des Bois, le public de M. Pokora s'élargit. Jour après jour, le chanteur gagne la sympathie de nouveaux spectateurs, séduits par le show. C'est sûr et certain que M. Pokora n'a rien perdu à Robin des Bois. Tous les albums d'M. Pokora, en première semaine, se vendent plus que le précédent. Donc on a une vraie dynamique de succès. Et au lieu de l'interrompre si ça n'avait pas fonctionné, l'album de Robin des Bois l'a accompagné. Ne me connaissais pas, quelle année cette année-là. Aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que les artistes connus nous sollicitent, nous, producteurs de spectacles. Avant, nous devions prendre rendez-vous, on passait d'abord par le manager qui dit « Ouh là là, l'imaginer dans une comédie musicale, il va falloir que je vende ça, comment je vais faire ?» Et maintenant, c'est tout le contraire. Juste derrière, il y a eu des spectacles qui ont voulu se créer avec des gens avec une telle renommée. Parce que c'est devenu pratiquement une recette, un succès assuré. On parle de StarCast. Quand on parle de ça, on parle de star, comme les stars, cast, comme le casting. Après Robin des Bois, qui a été un très gros succès, arrive le Roi Arthur. Alors, c'est vrai que certains m'ont dit, alors oui, t'as pris Zao parce qu'il y a eu Matt Pokora. Non, c'est pas vrai du tout.
Zao faisait partie de l'équipe de composition. Mais c'est en travaillant, où elle chantait les chansons qu'on préparait pour faire le casting. Mais à un moment, j'ai dit, mais il ne faut pas chercher plus loin, c'est elle. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai bien voulu faire le roi Arthur aussi. On tiendra la distance malgré tous ceux qui nous condamnent. Ça dépoussière un peu le genre, c'est surtout une promesse pour le public, quoi. Quand le public il vient voir une comédie musicale, il sait qu'il vient voir des costumes, des décors, des danseurs, et puis maintenant il vient voir des chanteurs connus en plus. Donc on a tout à gagner. Comme Zao dans La légende du roi Arthur, Faux Voto s'inspire de l'expérience de M. Pokora quand on lui propose de figurer dans Saturday Night Fever, non pas pour chanter, mais danser et jouer la comédie. C'est quand même une des seules personnes à qui j'ai demandé conseil. C'est-à-dire que je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait lui ressenti avec l'expérience de Robin des Bois et tout ça. Il me dit, fonce, c'est une expérience formidable. Et c'est pour ça aussi que j'ai dit oui à Saturday Night, quoi. Faux Voto, elle est connue par rapport à une émission de télé où elle danse. Donc déjà, son premier plaisir, ça va être de danser pendant 2 heures. Et je pense aussi que c'est une façon de sortir du petit écran et d'aller à la rencontre du public, que ce soit à Paris ou en province, c'est de sortir d'un cadre pour en trouver un autre. Je l'ai plus pris comme, ouais, il va falloir que je travaille dans un nouveau projet, un nouveau défi. Je me mets en danger et je vais apprendre encore plein de choses parce que je me dis, si c'est pas maintenant que je les apprendrai pas à 50 ans. Donc c'est bien aussi de toujours vouloir apprendre plus, quoi. Mais quand j'aurai 40 ans, ça sera autre chose. Et quand j'aurai 50, autre chose, 60, autre chose. 70, j'espère y arriver. 80 aussi. Et 90, oh putain, il n'y a plus personne. Si la participation de Fauve à un spectacle musical lui permet de sortir du petit écran, de plus en plus de chanteurs issus d'émissions de télévision composent eux aussi le casting de comédie musicale. En 2008, Sophia Issaidi, découverte dans Star Academy, devient la tête d'affiche du spectacle Cléopâtre. En 2016, c'est Iba Tawaji qui a repris le rôle d'Esmeralda dans la nouvelle version de Notre-Dame de Paris. Vivre pour celui qu'on aime, aimer plus que l'amour même. La chanteuse réalise ainsi son rêve de petite fille après avoir été demi-finaliste du concours The Voice, suivi par près de 7 millions de téléspectateurs en moyenne. On retrouve également pas moins de 4 anciens talents du célèbre télécrochet dans une autre comédie musicale de 2016, Le Rouge et le Noir. Dans le noir, je vois rouge, dans la douleur est vive, quand les ombres me suivent. Dans le noir, je vois rouge, j'effacerai l'outrage aux couleurs de ma rage. Des artistes repérés par le directeur de casting de The Voice, qui n'est autre que Bruno Berberes, à l'origine de la distribution de 80% des comédies musicales françaises. Je suis le point commun entre les deux. Non, je plaisante. C'est-à-dire que forcément, quand je vois sur The Voice des artistes, je me mets à penser à eux. Comment et pourquoi ces jeunes talents acceptent-ils de jouer le jeu? Leur histoire est bien souvent similaire à celle du chanteur Côme, tête d'affiche du Rouge et le Noir. Pendant The Voice, il savait que je faisais des comédies musicales et à chaque fois il me disait « Moi je fais toi, un jour tu vas finir dans une comédie musicale ou commencer. » Et lui me disait « Non mais jamais tu me verras dans une comédie musicale, arrête, tu m'as déjà fait ton The Voice là, alors jamais dans une comédie musicale, alors là, tu rêves. » J'ai fait « Non, non, je rêve pas. » Et c'était un peu plus vulgaire que ça d'ailleurs. Oui, c'est vrai que j'avais dit jamais de la vie. Je me suis d'abord posé beaucoup de questions parce que je viens pas du tout de ce milieu-là et j'étais plein de doutes. Je savais pas si c'était fait pour moi du tout. Je connaissais pas du tout ce milieu et simplement je me suis retrouvé en face d'Albert Cohen et ça a été assez rapide. Comme on dit, il n'y a que les qui changent pas d'avis. Tu l'as chopé celle-là. Comme je l'ai vu, c'était l'édition 2015 de Voice, et je me surprends ce jour-là à photographier mon écran de télé avec un gros plan de Côme.
pendant The Voice, on présente 130 artistes. Ça en fait un énorme casting pour tous les producteurs. Et quand il y a les diffusions, je reçois des textos d'autres maisons de disques que celles qui fait The Voice. Et tout le monde regarde. Et chacun fait ce que j'appelle, entre guillemets, chacun fait ses courses. On dit tu viens de The Voice, mais c'est pas The Voice qui nous a. Tu as eu d'autres on choses n'est avant. on n'est pas né dans leurs locaux, quoi. C'est ça que je veux dire. Tu as naturellement cette mine sombre que tous les Parisiens cherchent à se donner. Tout sauf ressemblant, ces dégénérés emplumés. On s'est retrouvé là-bas par erreur ou pas, et puis au final, on a quand même, ça nous a fait avancer. Je me prépare, je me chauffe, je me concentre, et puis je pense à rien, à part à mon texte, vite fait, pas trop non plus. On a des rituels. Par exemple là, elle doit faire le tour de moi pour mettre ma truc, alors à chaque fois on se fait un petit câlin. Voilà. C'est rigolo. Bon premier acte, vas-y bisous. Bah tout de suite. En vérité, la notoriété naissante des jeunes talents issus d'émissions de télé n'a que peu d'incidence sur la vente des billets. Ça n'a pas d'impact en fait, vraiment, je pense, sur le succès du spectacle. Ton argument vaut quand tu décides de choisir Matt Pokora ou de te dire tiens, je vais faire Zorro, je vais prendre Kenji. C'est un exemple, hein, ne le faites pas forcément, mais c'est l'idée qui peut t'arriver en tête. Tu vois, là tu te dis ah oui, là c'est génial, tu prends le mec qui vend le plus de disques en France, voilà, c'est logique de le mettre dans Zorro en plus, allons-y. Je veux la gloire à mes genoux, je veux le monde ou rien du tout. À l'inverse, pour ces jeunes chanteurs, participer à une comédie musicale, c'est l'occasion de s'offrir un formidable tremplin dans un contexte difficile. À votre cou, pas les menus plaisirs, pas les petits sourires, les sortilèges. Quand on sort d'une émission comme The Voice, il n'y a pas vraiment d'alternative immédiate. C'est terrible à dire, mais il faut payer les factures en fait. D'une part, et d'autre part, c'est l'assurance de jouer tous les soirs pendant un certain nombre de semaines ou de mois, et en plus, c'est une expérience très enrichissante pour un artiste. A priori, on apprend énormément de choses dans une comédie musicale, donc ils ont énormément de choses à gagner en allant dans ce type de projet. Moi je veux un coup pour rêver. Elle ne sait pas qui je suis. Évidemment que c'est super enrichissant au niveau du jeu d'acteur, puisqu'avant il n'y avait pas de jeu d'acteur. Personnellement, à part à The Voice, j'ai jamais fait de reprise de ma vie, j'ai toujours fait que composer. Donc ça a été aussi un travail, un énorme travail pour moi d'interprète. Je veux les clés de l'amour fou, je veux la corde à votre cou. Pas les menus plaisirs, pas les petits sourires, les sortilèges. On peut pas du jour au lendemain dire tiens allez vas-y aujourd'hui je le fais comme ça. Non, on avait accepté de partir sur ce projet-là. Tant qu'à faire les choses, autant les faire bien. En France, les comédies musicales sont capables de révéler des stars. Contrairement à Broadway, les voix de nos spectacles ont parfois su continuer à se faire entendre des années après qu'on les ait repérées dans un musical. En 2003, c'est la comédie musicale Le Roi Soleil qui va permettre à Christophe Maé de mettre fin à des années de galère. Ça faisait très très longtemps qu'il galérait un petit peu à faire des saisons. Faire des saisons, c'est à la fois très sympa et à la fois, je peux vous dire que c'est difficile. Hein. Quand les anges s'envolent et ne veillent plus sur nous. À l'époque, Christophe Maé se produit l'été en Corse où Dov Atia prend quelques jours de vacances. Et je vois ce garçon-là qui chante. Personne n'était venu pour écouter de la musique, tout le monde était venu pour discuter. Et lui, il est là, et... Tout est dans l'allure, c'est une certitude. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il voit quelqu'un écoute pas, il lance le ton, la voix, et il va nous chercher. Et là, on n'a pas le choix, on est obligé d'écouter. Mais des crabes dans un panier, c'est la société. Des panurges et des requins associés. Ce qui m'a vraiment interpellé, je me dis, mais en quelle langue il chante? Je fais ouin, 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 je comprenais rien. Dov Atia va alors lui proposer le rôle du frère de Louis XIV dans Le Roi Soleil. Et lui, avec son accent du Sud, m'a dit, mais t'es fou, jamais moins une comédie musicale, c'est impossible. C'est Olivier Schultes, son producteur, qui va alors le convaincre de passer les castings. Je lui ai dit, c'est quoi, au pire tu gagnes ta vie, et au mieux tu gagnes ta vie, et ça marche un peu, mais je m'imaginais pas l'ampleur que ça allait prendre, et c'est devenu énorme très rapidement.
Au pied du mur, Christophe Maé accepte de tenter l'aventure et monte à Paris où il rencontre le reste de l'équipe, dont Emmanuel Moire, choisi pour incarner le premier rôle, celui du Roi Soleil. À l'époque, il débute lui aussi sa carrière et c'est avec les titres de cette comédie musicale que le grand public va le découvrir. Mais si Emmanuel Moire séduit rapidement la production, pour Christophe Maé, c'est une toute autre affaire. Il avait toujours la tendance à bêler dans les hauts, dans les aigus. Et donc il fallait que je descende les tonalités. L'artiste, aux antipodes des codes du genre, donne du fil à retordre à la production qui doit adapter ses chansons et gommer l'accent du jeune chanteur originaire de Carpentras par souci de réalisme. On se dit, oulala, pour jouer la comédie avec l'accent qu'il a, mais on est dans la merde, quoi. Ce qui était un peu vrai, d'ailleurs. Qui voudrait être à ma place? Qui saurait comment faire face à ce rôle qui me fait peur? Rôle. À ce rôle. Ouais, mais attends, tu vois, moi quand je dis Dove, je dis pas Dove, je dis Dove. Oh, Dove. Tu sais que le frère du roi, il habitait Marseille. Non, non, c'est impossible. Malgré ses efforts, les essais du chanteur ne sont pas suffisamment convaincants pour la plupart des partenaires du Roi Soleil. Personne ne voulait de Christophe Maé, il faut le savoir. Tout le monde disait qu'il a une voix insupportable, ça marchera jamais et tout ça. Un jour, Dove me dit, bah écoute, on peut pas avoir Christophe parce que on pense que sa voix ne passera pas en radio, qu'elle va agacer les gens, que ça va pas fonctionner. Moi, je l'aime bien, Spotty, mais les autres n'en veulent pas. C'est vrai qu'autour de lui, dans les décideurs, dans les gens qui finançaient et tout ça, il y avait eu beaucoup de levées de boucliers pour pas prendre Christophe. On m'a dit, oh là là, la voix est insupportable, c'est pas possible, ça va pas plaire à notre public. Il faut s'en débarrasser. Et donc j'ai répondu, oui, ok, c'est bon, je m'en suis séparé. Évidemment, le producteur n'en fera rien et suivra son instinct. Dove en est convaincu, Christophe est l'interprète qu'il lui faut pour incarner le frère du roi dans son nouveau spectacle. On fait découvrir l'histoire, le synopsis. Mais son double effet, c'est qu'on évite aussi de lui parler du rôle. On lui distille les informations pour pas l'effrayer. On demandait à Christophe Maé de jouer un peu un rôle genre qui sortirait presque de la cage aux folles, quoi. Donc c'était. Après, c'est Monsieur le frère du roi, une espèce de mec extrêmement extraverti, pour pas dire autre chose. Et là, Quel meilleur choix que le vôtre, Madame de Montespan. Je suis sûr que vous deviendrez très vite la dame d'honneur préférée du roi. Mais monseigneur... Oh, que dis-je, pardonnez-moi. C'est quand même un personnage pas banal, et puis on voulait le rendre encore plus pas banal. Donc il a fallu qu'on franchisse les étapes les unes après les autres pour éviter de le traumatiser. Alors qu'il rêve d'une carrière à la Ben Harper, Christophe Maé se glisse à contre-cœur et sans trop y croire dans la peau de l'excentrique frère du roi. Il faut dire qu'à l'époque où se monte le spectacle, le genre de la comédie musicale connaît un certain passage à vide. Il y a eu beaucoup de projets qu'on oublie un peu aujourd'hui dans ces années-là, qui ont moins bien marché et qui ont fait que, effectivement, les producteurs et le public se sont tous dit bon bah la comédie musicale c'est pas la poule aux œufs d'or, ça ne marche pas à tous les coups. D'une part, le public s'est un peu éduqué, donc il a su détecter ce qui était un peu meilleur et un peu moins bon. Il y a eu des idées peut-être moins innovantes et il y a eu une certaine fatigue du public face à la comédie musicale. C'est pour ça qu'il y a des spectacles qui n'ont pas du tout marché. Parmi ces échecs, Spartacus le gladiateur, dans lequel Merwan Rim a décroché un rôle. Le chanteur vit alors des moments difficiles dans un spectacle que la critique trouve trop violent. Concrètement, le spectacle s'ouvrait avec un enfant qui mourait. Il y avait des viols, il y avait des meurtres, il y avait des gens qu'on crucifiait, il y avait des gladiateurs qui se battaient. Et on jouait dans une salle qui, par moments, était vraiment pleine, genre à 5%, quoi. Je peux tuer la terre entière, je te tue.
manquerai pas, mon frère. Et à ce moment-là, je me retrouve à passer les auditions du Roi Soleil. On m'appelle pour les passer. Et tout autour de moi, les potes me disent « Mais t'es un malade. Tu te rends pas compte, la comédie musicale, c'est mort, c'est fini, vous allez droit dans le mur. » Mais attends, Louis XIV, de mettre ça en scène, c'est n'importe quoi. Les jeunes vont jamais vouloir venir. Ça n'a pas été ça n'a pas été simple. Puisque personne ne croit à la possibilité d'un succès, Christophe Maé et Emmanuel Moire jouent réellement leur va-tout en participant au Roi Soleil. Et durant plusieurs mois, ils enchaînent les heures de répétition et découvrent la rigueur. Je serais à ta place, moi-même, je serais même plus là. Je serais à la pharmacie en train de demander des trucs pour la mémoire. Mais j'ai du mal, on est à la rue. Par rapport aux danseurs, c'est clair. Un grand écart pour Christophe, qui évolue alors en toute décontraction au sein d'une équipe sous pression. Christophe, il chantait quand même dans la rue. Donc, où il faisait des petits concerts, des petits trucs et tout ça. Mais tu vois, c'était un électron libre. Et là, tout d'un coup, on lui demande de rentrer dans une équipe. Donc, avec une vraie discipline, avec des règles, avec des choses. Donc, ça, c'est pas évident. 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Tiens ton but, Christophe. C'était quelqu'un qui, dès qu'on demandait de l'effort, de la discipline, il pétait les plombs. Il a pété les plombs des dizaines de fois, Christophe. Pas devant moi. Ça, on a été servi au niveau de la folie, on l'a eu. Aïe, Faut pas l'écouter, hein. Ça coupe le ça. Christophe? Ouais, c'était les essayages costumes. Ouais, c'était délicat, ouais. C'était délicat. Pour lui, c'était très délicat. Regarde les culottes. Ah, je suis au festival à moi tout seul. Et depuis tout à l'heure, tout le monde me dit « T'as vu le sapin, t'as vu le sapin, t'as vu le sapin » et tout. Donc voilà, je perds confiance en moi et franchement, j'ai envie d'aller au shot, je peux même pas y aller parce que là, je te dis pas... Dove, il me dit, je sais plus quoi faire, il en veut pas de son costume, il veut pas le mettre. Je me dis, il est malade, ce costume, il est génial. Donc je chope Christophe, je dis, mais c'est quoi cette histoire avec ça? Non, je suis pas à l'aise avec ça, je suis déguisé, c'est nul. Christophe, comment tu refuses le costume? Mais comment tu... Et à ce moment-là, je vois le costume apparaître, je fais, et là, je suis pris d'une crise de fou rire. C'était un costume de mouton. Et là, je ne sais plus quoi faire, parce que j'étais mort de rire en me disant, mais il va porter ça vraiment. Je veux être quand même à mon avantage. Là, c'est n'importe quoi. Là, on dirait un caniche nain. Tu vois, c'est là où tu te trompes, je te jure. Si t'arrives toi à jouer avec, Et elle est morte de rire, je vais la tuer, elle. Une immense perruque, genre limite, qui arrive jusqu'aux jambes, jusqu'aux chevilles, quoi, blonde, avec des boucles de partout. Et lui se refuse à la mettre, quoi, directement. Il dit, mais jamais la vie, tu crois que je vais mettre ça? Moi, jamais. Vous êtes fous, quoi. Si je sors avec dans le maquis, encore, si on me tire dessus, on me prend pour une bête. Chou-coiffure, entre. Je veux ton bonheur. T'inquiète, on va trouver une solution. Moi, faut que je sois bien dans mes baskets, moi. Sans déconner. Tu me mets comme ça dans le maquis en Corse, là-bas. Il me tire des plombs dans le cul, il croit qu'il est vrai. Putain. On n'en pouvait plus, je dis, Christophe, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête tes conneries, en plus c'est filmé, il y a du monde, fais gaffe, fais gaffe. Moi, je lui dis, écoute, on va faire un truc, c'est que tu vas le mettre pour la première date. Si tu te sens pas à l'aise à la fin du show, eh ben, dès le lendemain, tu auras un autre costume. Il fait le truc. Dès qu'il rentre, c'est sa première entrée avec le costume, avant même qu'il commence à chanter, il y a 4000 personnes qui font waouh! Bon, bah là, tout d'un coup, il se sent porté. On a le vice des vertus, ce qu'on mériterait de plus, qui brille, scintille, qui se voit, etc. On en rajoute en tes plus, sans mesure au superflu, de chic, de luxe et d'éclat, etc. Même lui était surpris de voir à quel point les gens en riaient, mais on se fichait pas de lui en fait. C'est juste que ça a donné une espèce de potentiel comique à son personnage qui était immense, quoi. C'était inestimable comme truc. À la fin du show, bien sûr, je le taquine un peu. Je dis, bon, écoute, ne t'inquiète pas, ton costume, je le change demain. Il me dit, quoi, mon costume? Il dit, c'est à moi, je le garde. C'est ma personnalité, c'est mon costume, il a été créé pour moi. En aucun cas, je le change. Pour la galerie, tout pour la galerie. On ne trouve ici rien à sa taille. Puisqu'on vit pour la galerie, tout pour la galerie. Puisque l'important n'est qu'un détail. Et vice
Versailles. Ça explosait très rapidement. Je veux dire, quand les gens ressortaient du spectacle, ils parlaient du frère du roi. Donc, du jour au lendemain, ça a été la révélation de ce spectacle. En fait, ce qui était injuste pour Emmanuel Moir, c'est qu'Emmanuel Moir était prisonnier de son rôle. Chaque jour répond à l'appel et avoir à cœur d'être à la hauteur. C'était le roi de France, il ne pouvait pas. Alors que lui, il avait toutes les libertés, donc c'était plus facile pour Christophe de se faire remarquer. Tous les jours, j'avais François Chouquet, qui était le directeur du plateau, qui avait voir, ils ont va lui parler. Il a encore débordé sur la scène de l'autre, il a encore parlé, il a encore changé le texte, il a encore... Mais moi, je dis, ok, je vais lui parler, mais je ne pouvais pas lui parler, le public adorait. Jour après jour, Monsieur, alias Christophe Mahé, vole la vedette à Emmanuel Moir. On dit que la cour m'avait vite oublié à votre profit. Sire, jamais je n'ai souhaité votre mort. Outre la réussite personnelle de Christophe Mahé, la comédie musicale Le Roi Soleil va connaître un succès inattendu. Le show cumule 380 représentations et 2 tournées en France. À nouveau, le public français se passionne pour ces spectacles musicaux capables de révéler les stars de demain. Grâce à lui, je réalise un petit peu mon rêve quand même. Je te remercie, Bouddha. Je suis très heureux. Voilà, merci. Maintenant, le truc le plus difficile à faire quand on sort d'une comédie musicale et qu'on veut faire un album, c'est la rencontre entre un titre et l'artiste. Ce qu'a magnifiquement bien réussi Christophe, avec On s'attache. On s'attache et qu'on s'emprisonne, mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne, mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non, non. Quand il a sorti son album, qu'on a enregistré pendant que le Roi Soleil se jouait sur scène, il avait un gain de notoriété très fort en termes d'identification au niveau du grand public. Christophe a eu On s'attache, qui était la chanson qui l'a permis de basculer. Emmanuel Moir ne l'a pas eu tout de suite. Ils n'ont pas du tout eu le même parcours. Christophe, ça a été immédiat. Emmanuel, ça a été plus lentement. Néanmoins, ça a quand même explosé pour lui aussi. En 2011, c'est une autre comédie musicale qui permettra à Emmanuel Moir de rebondir. Remercié par sa maison de disques, le chanteur se fait remarquer en incarnant un étonnant maître de cérémonie dans un classique de Broadway adapté en France, Cabaret. Il s'était plus amusé dans Cabaret parce qu'il était déjà plus libre et il avait grandi aussi. Le Roi Soleil, il était jeune, il avait 24 ans, quelque chose comme ça. Donc c'était encore un bébé à 24 ans. C'était quand même un bébé, quoi. Je suis allé voir Emmanuel Moir dans Cabaret et il était absolument formidable, dans un rôle totalement différent que celui qu'il interprétait dans le Roi Soleil. Grâce à cette seconde chance, Emmanuel Moir transforme l'essai en 2013. Avec le succès de son titre « Beau Malheur », sa carrière solo décolle véritablement. Bien avant d'être apaisé, il m'a fallu la peur pour être rassuré. Et j'ai connu la douleur avant d'être consolé. Il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher. Et j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore. Règle incontournable du monde de la musique. Pour lancer des carrières solo comme pour assurer la promotion d'un spectacle, il faut des hits pour convaincre. Beau malheur. Au début des années 2000, le spectacle Roméo et Juliette crée l'hystérie dès les premières notes de ses chansons devenues des tubes. Vous êtes encore chaud?
Tube repris en chœur par un public incollable. Les rois du monde vivent au sommet. Ils ont la plus belle vue, meilleure paix. Ils ne savent pas ce qu'on pense d'eux en bas. Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois. Juliette, on a vendu 6 millions d'albums et de singles confondus, ce qui était énorme aussi. Il y avait beaucoup de monde qui nous attendait quand même. C'était un engouement de folie. Comment arrive-t-on à un tel phénomène de société? Sur quoi repose cet attachement inconditionnel du public? En réalité, c'est un an avant le démarrage du spectacle que tout se joue. Lors du lancement de l'album, qui correspond le plus souvent à l'ouverture de la billetterie. Le fait de pouvoir lancer des titres un an à l'avance fait que le public potentiel s'habitue au titre. Si c'est un gros tube, forcément il y a beaucoup plus d'addiction et du coup ça renvoie plus facilement sur le spectacle. Si tu t'attaches à cette chanson, tu vas vouloir aller voir le spectacle et tu vas vouloir voir le tableau. Je pense aussi que c'est pour ça que les gens achètent leur place, c'est-à-dire qu'ils veulent rentrer dans l'univers de cette chanson, de ces chansons. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant. Ainsi, quand débute la promotion de ces hymnes, leurs interprètes doivent rapidement être identifiés grâce à un look étudié. J'étais surtout très reconnaissable avec mes cheveux longs. Donc dans la rue, on pouvait pas, on pouvait pas me rater. Même si je voulais me cacher ou quoi que ce soit, c'était impossible. Et Cécilia aussi. Cécilia, elle avait 16 ans hein, quand elle a commencé le show, donc elle était toute jeune. Je me rappelle de ce bonnet-là qui s'est vendu partout. Je crois que toutes les petites filles avaient un bonnet sur la tête. Ça avait bien marché. C'est plus fort que tout. Donner le meilleur de... Quand j'étais plus petite, j'avais le bonnet de Juliette, j'avais les cahiers Roméo et Juliette, j'avais les stylos, les trousses, j'avais la totale. J'étais réellement en admiration devant cette comédie musicale. Ainsi, les chansons qui représentent la comédie musicale sont choisies de manière à ce que le public puisse se projeter dans l'univers du spectacle, mais surtout qu'il puisse s'attacher à ces jeunes interprètes. On vient voir un spectacle, mais on vient voir aussi l'artiste qu'on connaît. Et on vient écouter les chansons qu'on a déjà entendues en radio. Et puis on met en avant aussi les comédiens, les chanteurs. Vraiment, aux États-Unis ou en Angleterre, ça ne se voit pas du tout. Il y a 2 ou 3 castes qui se partagent la scène. Les gens viennent voir l'histoire, viennent voir le spectacle, mais ils ne viennent pas voir les artistes personnellement. Les Français, ils sont convaincus que la grande comédie musicale, c'est Broadway, et que nous, on est une farce, une espèce d'imitation du genre. En réalité, non. On ne s'est jamais mis dans la course, on n'a jamais même voulu imiter Broadway. Mais nous, on a des choses que Broadway nous envie parfois. Notre public ne commence pas à 40 ans. On a des gosses qui viennent voir les comédies musicales. Ce n'est pas le cas de Broadway. On arrive à faire des numéros 1. Mais alors, comment sont fabriqués ces tubes numéro 1 des ventes qui séduisent en France toutes les générations? En fait, la manière de composer ces hits a été complètement repensée au milieu des années 2000. Il faut savoir qu'après les 10 commandements et donc Roméo et Juliette, côté des triomphes, il y a eu pas mal de comédies musicales. Et il y a eu après beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs. Et je me rappelle très bien que quand nous, on est revenus en 2005 avec Le Roi Soleil, avec Kamel Wally, Albert et moi,
Plus personne voulait faire de comédie musicale. Et on a trouvé un fou chez Énergie, c'est Énergie, ça a suivi, qui a cru. Mais je leur ai demandé une chose, c'est de travailler avec un pool de compositeurs. Parce que souvent, quand on signe un spectacle, et le moment où il est sur scène, il y a 2 ans. Et quand vous signez avec un seul et même compositeur qui d'un seul coup a une panne d'inspiration, vous êtes mort. À l'époque, Ben, le chanteur de Kyo, fait un titre pour me faire plaisir. Le titre s'appelle Mon Essentiel et on a fait 70% de la billetterie sur une chanson. Je fais de toi mon essentiel. Tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel. Celle que j'aimerais plus que personne. Si tu me consacrais, si tu me consacrais, si tu me consacrais. Avec le succès du Roi Soleil, s'entourer de plusieurs grands noms de la chanson française devient une méthode de travail récurrente. Exemple en 2016, lors du lancement du spectacle Un été 44, le public découvre, entre autres, des chansons composées par Charles Aznavour, Maxime Le Forestier et Jean-Jacques Goldman. Chaque souffle, à chaque rire, à chacun de nos livres pas. C'est un peu de toi que je garde en moi. Toute la promotion du spectacle repose d'ailleurs uniquement sur le nom de ses compositeurs et non pas sur les interprètes. Vous savez, il y a une expression québécoise que j'adore qui dit il est inutile de sucrer le sucre. Je pense qu'on a les plus grandes signatures des spectacles musicaux récents. Si un spectacle ne se réduit qu'à des interprètes, c'est que le spectacle n'est pas assez fort. Bonnie des Soditailles, il m'a offert des panilons, des Lucky Strike et des bonbons. Évidemment, j'ai pas dit non. Pour la comédie musicale Mozart, l'opéra rock lancé en 2009, le concept de pôle de compositeurs avait même été poussé à l'extrême en mettant plusieurs auteurs en compétition. Des caméras avaient alors pu suivre la fabrication de ces tubes. On s'est retrouvé avec du matériel, avec plein de claviers, de synthés, d'ordinateurs, dans un petit hôtel. Et toutes les personnes ont commencé à chacun travailler dans sa chambre avec son matériel. Il y a des bonnes choses, mais il n'y a pas que nous. Hein. Il y a tous les gens qui sont là ont sorti des choses intéressantes. Bon, hélas. C'est exactement la même chose qu'un album traditionnel, un album pop par exemple. Rihanna, quand elle veut un album, on a des writing camps, comme on appelle ça, où il y a des dizaines d'auteurs qui se mettent ensemble, qui travaillent ensemble dans des petites pièces, ils vont de l'une à l'autre, ils écrivent, ils essayent en 5-10 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures d'écrire une chanson, d'écrire un tube. Et après, en fait, comme c'est Rihanna, parce que c'est une superstar, elle choisit. Tous les soirs, je faisais une sorte de compétition où je notais devant tout le monde les gens. Donc il y avait une espèce d'émulation, de compétition. C'est toujours un moment un peu stressant parce que donc ce que vous avez fait dans votre chambre, il faut le présenter. Et entre guillemets, chacun donne son avis. Demain, tu l'as comme tu veux, ta chanson, elle est super cette chanson. Et donc, première chanson qu'on a composée, c'était Tatou Moi. Laissons dormir les maris, allons nous aimer, on est des braves gens. Cette première chanson intitulée Tatou Moi est alors retravaillée pour coller à son interprète, Michelangelo Loconte, qui campe un Mozart plus vrai que nature. Ils sont venus même jusqu'en Belgique me voir parce qu'à cette époque-là, j'ai habité en Belgique. Et ils ont continué à composer, à écrire le texte devant moi. C'était incroyable. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Tatoue-moi sur tes murs, un futur à composer. Je veux graver toutes mes luxures sur tes deux rues. Dove, il a dit, sortez des codes, sortez des schémas. Je ne veux pas coupler refrain, je veux de la folie. Écrivez ce que vous avez envie d'écrire.
La référence, c'est Muse, c'est Queen, c'est Mika, et écrivez dans ce style-là, on raconte l'histoire de Mozart, donc il faut que ce soit un peu ouf, quoi. Faut pas avoir peur d'écrire des trucs peut-être un peu difficiles à écouter la première fois. Il voulait que ce soit une folie. On voulait une chanson que certains disent « Waouh, c'est extraordinaire » et que certains d'autres disent « Oh, c'est de la merde ». Voilà, c'était ça en fait. Voilà. Tape-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Quand Tape-moi est sorti, c'était une chanson assez, tu sais, il y avait des mélanges un peu étranges dedans, quoi. Donc je sais qu'il y a eu limite un rejet au tout début, quoi. Et puis finalement, c'est rentré dans la tête des gens. Outre les mélodies qui étaient assez fortes, on avait vraiment cette identité qui fonctionnait bien en fait. Quand on entendait ça à la radio, on n'avait pas l'impression d'entendre un titre pop traditionnel, ni d'entendre une chanson de comédie musicale. En restant 5 semaines numéro 1 des ventes, le succès de l'irrévérencieux titre « Tatoue-moi » vient confirmer l'efficacité de cette nouvelle méthode d'écriture qui devient une référence pour le genre. Seulement, cette notion implique que les chanteurs, souvent castés en amont de l'écriture, soient en mesure d'interpréter les futurs tubes de la comédie musicale. De quoi donner quelques sueurs froides aux chanteurs comme Florent Mott, qui se fait remarquer en interprétant Salieri, le rival de Mozart. Et pourtant, sa musique est sublime. Cette nuit, intenable insomnie, la folie me guette. Je suis ce que je fuis, je subis cette cacophonie. On l'avait choisi, une fois qu'on l'a choisi, la symphonie est venue plus tard. C'est-à-dire qu'on avait la musique qui était pas mal, la musique. Et je me souviens, je fais venir Flo, qui avait merdé un peu à l'enregistrement. Et j'étais très en colère parce qu'il déconnait un peu. Et je lui ai dit, écoute, maintenant il faut que tu arrives, sinon on arrête. Dove me disait, c'est bien, mais il y a trop de son dans ta voix, tu fais trop de son, tu maquilles un petit peu le son. Moi, ce que j'ai envie d'entendre, c'est l'émotion. Parce que finalement, tu sais pas tellement de quoi tu parles. Enfin, tu sais pas ce que ça veut dire, la symphonie. C'était dur pour nous de comprendre ce que aussi les créateurs ils voulaient. Donc je me rappelle que moi et Florent Mott, on était dans le même... voilà, on se serrait les coudes. Et je me rappelle qu'à bout d'un moment, il avait passé une nuit blanche à chanter, etc. Comme ça. À bout d'un moment, il était allé dans un studio. Le mec du studio, il disait « Florent, assombris-toi maintenant quand tu chantes ta symphonie ». Il me disait, entre chaque mot, il faut que tu dises « mort », il faut que tu penses à la mort, parce que c'est ça, cette chanson. Et entre chaque prise, voilà, je chantais cette nuit, mort. C'est intenable insomnie, la mort. La folie, mort. À chaque fois, il devait mettre mort entre une phrase et une autre. On était un peu dans notre délire, on était un peu perché, un peu à la rocker style, quoi. Et le lendemain, il envoie la prise à Dove, et Dove dit « Ok, très bien, merci ». Puis je pense qu'on l'a jamais gardée, celle-là. Et il y a un passage qu'il adore dans la chanson, c'est quand je fais pleurer les violons. De ma vie, la violence. Et vous écoutez bien, il était tellement stressé qu'il s'est fait un nodule à la voix. Et ce nodule, c'est ce qui donne la magie. Pleure les violons de ma vie, la violence de mes envies, symphonie, symphonie. On entend la voix qui craque, parce que je suis au bout de ma vie en train de chanter la chanson. Non, me virez pas, pleure les violons. Il m'a poussé comme un vrai producteur. Vas-y, chante, mets tes tripes. Si l'exigence du producteur Dovatia est telle, c'est que pour faire connaître ces chansons desquelles dépend le succès des comédies musicales, il faut aussi convaincre les médias. C'est des machineries immenses. C'est des spectacles avec des budgets pas loin de 10 millions d'euros. Donc il faut faire venir les gens. Pour faire venir les gens aujourd'hui, il n'y a qu'un seul moyen, c'est la télévision et c'est la radio. C'était aussi la marque de fabrique de Dove et Albert que de faire de la promo un an avant le début du spectacle pour que les gens s'attachent aux interprètes et aux chansons. Du coup, à la première du spectacle, t'as plein de fans qui débarquent et qui connaissent les chansons par cœur et qui, presque à la manière d'un concert de rock, se mettent à chanter les paroles. Tape-moi sur tes seins,
À bout d'un moment, on était obligé à reprendre les tubes avec la guitare, avec Florent à la guitare comme ça, de Tatoue-moi, de la symphonie comme ça pour le public. Et je me rappelle de tous ces moments quand on clôturait Mozart l'Opéra Rock tous les soirs. C'était très beau, très beau. Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est un plaisir. Écoute, ça groupe. Ciao, Mozart, l'Opéra Rock s'est classé numéro 1 des ventes de spectacles en 2009 et 2010. Durant les 2 ans de représentation, la comédie musicale a attiré plus d'1 400 000 spectateurs pour plus de 700 000 albums écoulés. C'est la dernière comédie musicale à avoir atteint le million de places vendues. Un exploit que les autres spectacles espèrent désormais répéter en trouvant la nouvelle recette du succès. Là, on est arrivé, je pense, à une fin de cycle. Et on ne pourra plus compter sur les tubes, ça sera fini. Il faut vraiment, comme c'était au début. Au début, on allait avec nos cœurs, on était des artisans. Et aujourd'hui, même j'en suis aussi coupable, hein, le marketing a pris trop de place dans la comédie musicale. Et il faut revenir au risque, à prendre des risques et arrêter de croire qu'il y a des formules. Aujourd'hui, il n'existe plus aucune formule pour que ça marche. Devant-nous. Ça fait 15 ans qu'il y a des comédies musicales tous les ans à l'affiche et ça n'était jamais arrivé avant. Et ça a une conséquence énorme, c'est que le public est éduqué maintenant. C'est une période très compliquée pour la comédie musicale à cause du fait que tout le monde veut faire succès. Il y a un principe bouddhiste qui dit baisse la tête, fais un travail et quand tu lèveras la tête, tout le monde t'admirera. C'est ça. Faites votre travail, c'est tout. Arrêtez de poursuivre la notoriété. La vraie formule, c'est la qualité, c'est tout. Ainsi, une nouvelle révolution est d'ores et déjà en marche dans le monde du spectacle. Et c'est à vous maintenant d'écrire le prochain chapitre du grand livre de la folie des comédies musicales.